Mercredi 18 juillet 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Ce jour correspond donc au 15e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018 lancée par le cadre de concertation d'action citoyenne de la société civile depuis le début de l'année 2018. Il s'agit notamment de Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Nou Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdurrahman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à la prison civile de Filengue. Nou Mamadou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam et Maître Lirwana Abdurrahman à Daïkaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne qui sont aussi à leur 94e jour de détention. Et à la prison, il s'agit de Mekal Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zander, également deux acteurs de la société civile, Yahya Badamassi de l'association alternative Espace Citoyen et Sadat Ilia Malam du MPCR continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi des finances 2018. Notons cette dernière interpellation dans les rangs de la société civile. C'est celle de Karim Tanko du l'UJPDDH, membre du cadre de concertation et co-signataire de la manifestation du 15 avril dernier. Il est incarcéré quant à lui à la prison civile de Niamey. Il faut préciser que le procès de la première vague composée de Nou Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Maître Lirwana et les autres a eu lieu le mardi 10 juillet 2018 dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le délibéré est prévu pour le 24 juillet prochain. Cela dit, le président du Parlement européen poursuit sa visite de travail ici au Niger où il séjourne depuis mardi. Antonio Tajani et sa délégation ont eu des séances de travail avec les plus hautes autorités nigériennes sur des questions de développement. Ce mercredi, Antonio Tajani et Brigitte Raffini ont co-animé une conférence de presse au niveau de palais de congrès après une séance de travail entre les deux délégations. Le résumé dans cet élément. La question sécuritaire et la lutte contre la migration dans le Sahel sont entre autres sujets développés par la délégation du Niger conduite par le Premier ministre Brigitte Raffini et celle du Parlement européen conduite par son président Antonio Tajani. Le Niger s'est donné comme rôle d'être un verrou, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan de la lutte contre la migration clandestine. Alors ce rôle de verrou a un coût et nous disons que nous ne le faisons pas, ce rôle nous ne le jouons pas pour nous seuls, pour nous-mêmes. Nous le jouons pour notre sous-région, le Sahel et l'Afrique, et nous le jouons également pour l'Europe et d'autres continents. C'est pourquoi nous avons convenu avec nos partenaires, notre partenaire privilégié qui est l'Union européenne, d'avoir une coopération la plus forte et la plus adaptée possible pour tenir bien ce rôle qui est indispensable actuellement. Nous pensons que nous avons le devoir de tenir ce rôle. Il faut donc ensemble travailler pour essayer d'empêcher aux jeunes Africains de regarder les organisations de passeurs, les organisations de terroristes ou quitter l'Afrique pour aller ailleurs. Donc voilà, il faut travailler au niveau de l'économie, d'une coopération, il faut faire des investissements. Comme je l'ai dit, ça ne suffit pas. L'argent qui a décidé la dernière réunion de chef d'État et de gouvernement, 500 millions d'euros. Moi, je dis qu'il faut aller de l'avant, il faut faire des investissements plus ou moins du même niveau des investissements que nous avons fait en Turquie pour bloquer l'immigration qui vient du Moyen-Orient.
L'un des sujets sur lesquels le président du Parlement européen a insisté, c'est la question de la migration. Une des préoccupations aussi des pays européens qu'il faut combattre. Mais il y a une histoire très longue, il faut intervenir au début, pas à la fin. Il faut intervenir bien sûr à la fin, mais surtout au début et aussi en essayant de défendre les droits de l'homme, surtout les plus faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Donc voilà pourquoi je veux remercier le Niger, parce que ce pays est fortement engagé dans la défense des droits de l'homme. Vous avez accueilli aussi des centaines et centaines d'immigrés qui venaient, que l'Algérie a bloqué. Donc le Niger est un pays qui est comme l'Italie, comme l'Europe du Sud, victime du phénomène migratoire. Donc nous comprenons très bien les efforts que vous faites, Monsieur le Premier ministre, et vous remercions. Et nous continuerons à financer tous les projets pour essayer de vous aider à résoudre ces problèmes et les problèmes du Niger, parce que nous ne voulons pas donner notre poids sur les épaules des Nigériens, parce que vous avez déjà des problèmes à résoudre. Donc, plusieurs autres sujets relatifs au développement du Sahel et notamment au développement du Niger ont été évoqués par les membres du gouvernement au cours de cette rencontre dite de coopération active au service du développement. Nous restons toujours avec la mission du Parlement européen ici au Niger qui a continué donc ses activités, notamment la visite cet après-midi dans les locaux de la société de production de lait et Niger Lait, une visite pour s'inquérir des conditions de production du produit laitier dans cette usine. Le résumé avec Abdel Nasser Dantoufou et Abouakar Soleil. À la clé de sa réussite, l'exigence, l'innovation, l'écoute, la rigueur, la société Niger, la SA, le géant de l'agroalimentaire au Niger continue de parler d'elle grâce au dynamisme de sa présidente directrice générale, Madame Issoufou Kado Zenabou, qui accueille en ces jours dans son entreprise une forte délégation du Parlement européen conduite par le président Antonio Tajani. Visite guidée des différentes unités qui composent la société pour ensuite suivre une présentation de cette entreprise qui a aujourd'hui une capacité journalière de 55 000 litres. Je me suis donné comme mission de participer au développement de mon pays, au développement économique et de mettre sur le marché des produits avec des hautes valeurs ajoutées par rapport à la situation du moment. Parce qu'en 1994, quand j'ai commencé, il y avait un indice de développement humain très faible. Il y avait beaucoup de carences nutritionnelles. Surtout, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Beaucoup de carences nutritionnelles au sein des enfants, au sein des femmes enceintes. Et les femmes arrivaient même à mourir parce qu'elles étaient mal nourries. Et au moment de l'accouchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé et j'ai choisi de quitter la brasserie parce que je sortais d'une brasserie, je ne voulais plus aller dans la brasserie mais aller dans un aliment complet qui pouvait amener quelque chose à mon pays. Pour la délégation, le satisfait est total au regard des résultats enregistrés par l'entreprise de sa création à aujourd'hui. C'est une entreprise fantastique, moderne. Favorable à l'environnement. Je suis ravi de la modernité. Ce n'est pas seulement la production du lait pour les enfants, pour le Niger, mais aussi j'ai vu que les déchets, il y a un système de recyclage, donc cela c'est absolument positif. Donc il y a plus de 150 travailleurs, cela est un bon message. Il faut aider les entreprises comme Niger Lait. Avec une dizaine d'années d'expérience, la société Niger Lait SA est aujourd'hui le géant dans le domaine agroalimentaire. Une fierté pour le Niger au regard de cette mission de haut niveau composée d'investisseurs européens qui s'intéressent déjà à cette unité. Le président du Parlement européen, toujours lui, il est venu aussi au Niger à l'occasion justement du sommet interparlementaire sur les G5 Sahel hier au terme des travaux au cours desquels il a participé. Les participants ont formulé des recommandations à travers un communiqué final dont je propose de suivre. Il a été consacré aux problématiques sécuritaires et de développement dans la perspective d'une implication des parlements dans les efforts déjà engagés pour assurer la paix au Sahel. 3.
exprimant sa profonde préoccupation sur les crises multiformes que traverse actuellement la zone sahélienne, le sommet a déploré les conséquences sur les populations et les finances publiques des États concernés. 4. À cet égard, et manifestant son soutien total à toutes les initiatives des chefs d'État visant à mutualiser les moyens, il s'est félicité de la création du G5 Sahel et de sa force conjointe. 5. Saluant la mobilisation internationale exceptionnelle en faveur du G5 Sahel, le sommet a particulièrement insisté sur les conditions de démocratisation et d'amélioration de la gouvernance de l'aide au développement à travers la participation des parlements dans leur rôle de contrôle, de veille, d'information et de sensibilisation. 6. Il recommande vivement que la force conjointe du G5 Sahel puisse bénéficier d'un soutien réel de l'ONU, notamment à travers un mandat inspiré du chapitre 7, afin de consolider sa légitimité et son financement. 7. Il recommande que les parlements disposent de ressources suffisantes pour mettre en œuvre tous les moyens prévus par les constitutions respectives afin de permettre notamment un contrôle parlementaire des opérations de développement. 8. Il décide de la création d'une structure interparlementaire du G5 Sahel regroupant les assemblées des pays bénéficiaires et des pays bailleurs de fonds de l'Alliance du Sahel. 9. À ce titre, il instruit les points focaux des États membres pour produire une note conceptuelle précisant la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette structure dans les meilleurs délais. 10. Il confirme l'organisation d'un sommet interparlementaire à Paris en décembre 2018, réunissant les assemblées parlementaires des pays bénéficiaires et des pays contributeurs. Le sommet permettra d'échanger avec les forces de sécurité internationales et les bailleurs de fonds sur la mise en œuvre de cette démarche interparlementaire. 11. Le président du Parlement européen, le président des assemblées nationales du Mali et de la République islamique de Mauritanie, ainsi que les chefs de délégation des assemblées nationales burkinabé, françaises et tchadiennes ont été reçus en audience par son Excellence Issoufou Mohamedou, président de la République du Niger, en présence de son Excellence Husseini Tini, président de l'Assemblée nationale du Niger. Ce fut l'occasion d'un échange fructueux sur la situation de la zone sahélienne et sur l'initiative interparlementaire G5 Sahel. Les présidents des parlements et les chefs de délégation parlementaires ont salué et félicité le président de la République pour son engagement personnel pour la sécurité et le développement au Sahel. 12. Enfin, le président du Parlement européen, le président des assemblées nationales du Mali et de la République islamique de Mauritanie, ainsi que les chefs de délégation des assemblées nationales burkinabé, françaises et tchadiennes, ont exprimé leur vif remerciements à l'Assemblée nationale du Niger et se sont félicités des attentions et des prévenances qui leur ont été témoignées durant leur séjour au Niger. Je reprends cette brève pour vous. Les organes de presse privés du Niger sont dans les viseurs des services des impôts. Après le groupe de presse Canal 3, la radio et télévision Saraounia, c'est au tour de la radio et télévision Ténéré d'être fermée par les services des impôts pour non-paiement des impôts. La fermeture est intervenue ce jour même aux environs de 12h30 et le programme de ce groupe de presse sont pour le moment suspendus. Les résultats des examens du baccalauréat session 2018 continuent à tomber. Hier, c'est au jury 1 du lycée Issa Korombe qui a proclamé ces résultats tardivement dans la nuit en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. L'ambiance. Debout, d'autres assis et pensifs à l'attente des résultats. Un moment fatidique. C'est la situation dans laquelle se trouve tout ce beau monde qui s'est déplacé au lycée Kassai pour écouter la proclamation des résultats du jury 1 série A4. Et c'est l'euphorie au moment du délibéré. Les admis jubilent,
Vraiment, je remercie le bon Dieu. Je suis vraiment heureux, wallahi. Je vous assure, je suis vraiment heureux. Wallahi, je suis vraiment heureux. Je ne sais même pas quoi dire, wallahi, au fait. Wallahi, c'est l'émotion, ça m'emporte, je ne sais pas quoi dire. Premier groupe, bon, je les souhaite bonne chance pour et la suite et que de ne pas se décourager, ça va aller, Inch'Allah. C'est juste de mettre le paquet, Inch'Allah, ça va aller. C'est le travail qui paie, ça va aller, Inch'Allah. Je suis très heureux de mon admission au bac au deuxième groupe. Bon, dans l'ensemble, c'est abordable. On remercie les bons dieux. Les sujets ont été vraiment abordables. Le président dresse le point de son centre qui a resté un faible taux. En termes de résultats, donc, nous venons de proclamer les résultats. Nous avons eu sur 575 inscrits avec 48 absents. Nous avons eu au premier groupe 41 admis, définitivement. Et il y aura 56 qui vont passer l'oral de contrôle, donc le second groupe. Le taux de reçu, ça tourne autour de 30-35%. Voilà, mais pour le moment, ce n'est pas exact. On va voir comment on va calculer ça. Pour ceux qui passent le second groupe, là j'ai un message fort à leur donner, à leur envoyer, c'est de dire qu'il faut savoir choisir. Moi j'ai fait pendant longtemps le jury, l'échec au second groupe, c'est le mauvais choix. Félicitations aux admis. Bon courage aux candidats malheureux qui ont besoin d'assistance et de soutien et bonne chance à ceux qui vont subir les épreuves du second groupe prévues le 21 juillet prochain. Direction à présent de Gabougra, c'est ici à quelques kilomètres de Niamey, lors de Tondibia. Et là-bas, c'est pour nous intéresser à la situation de la population. Cette population même victime d'inondations l'année passée et en ce début de la saison de pluie. Nous nous sommes retournés pour constater donc l'évolution de leurs conditions de vie. Notamment, c'est un reportage signé Nefissa Zakou et Sadouloumi. Depuis les dernières inondations de 2017 ayant fait des sinistrés dans le village de Gabougoura, ces populations ne savent plus à quelle source se vouer. Selon eux, l'État n'a toujours pas honoré à ses engagements malgré le communiqué de l'OCHA qui prévoit des inondations cette année. Les autorités sont venues, même le Premier ministre était venu. Mais jusque-là, nous, on n'a pas vu une solution vraiment adéquate. Qu'ils ont pris pour vraiment nous épargner de ce problème-là. Nous, en tant que villageois, on n'a pas les moyens. Nous sommes contentés seulement le peu de moyens que nous avons. Et les gens, il y a des gens qui ont commencé à construire des endures avec l'aide des autres. Il y a les gens qui sont à Ghana et Lomé qui leur ont envoyé de l'argent. Ils ont commencé à construire, mais beaucoup de constructions ne sont pas finies. D'autres ont quitté même le quartier pour manque de construction. Et jusque-là, vraiment, il n'y a pas une solution qui a été prise. Ces dernières n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit des autorités. On n'aurait aucun engagement. Ils nous ont même proposé qu'ils allaient nous construire. Mais jusque-là, rien n'est fait. L'appel que nous devons vraiment lancer au gouvernement, c'est de nous faire vraiment, de nous faire des caniveaux où l'eau puisse passer. Ici, vraiment, nous n'avons pas les moyens pour vraiment faire les caniveaux. Donc, vraiment, nous voulons l'aide de l'État pour que vraiment qu'il fasse les caniveaux pour que l'eau puisse passer. Au moins ça. Il incombe donc aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre fin aux inondations dans la capitale Niamey. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au centre d'une rencontre ce matin à l'hôtel Gawey entre les leaders religieux membres des différentes associations islamiques du Niger. Une rencontre pour pencher sur la question afin de trouver des solutions à ce fléau. Le reportage est signé Asama Oseidou et Nasser Seydou. Initier un dialogue à l'encontre des leaders religieux dans le but de les sensibiliser et renforcer leur compréhension sur la problématique de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tel est l'objectif visé à travers cette rencontre. On a pensé que ce serait intéressant que des leaders religieux puissent nous accompagner et qu'ensemble, qu'on détermine avec eux quel peut être le rôle
que ces leaders religieux joueront auprès du GIABA et des structures étatiques pour pouvoir accompagner cette lutte, pas sur des aspects techniques, mais sur des aspects de sensibilisation, sur des aspects de promotion de la paix, parce que l'aspect technique n'est pas suffisant. Mettre en place un dispositif juridique, des textes de loi, mettre en place un mécanisme institutionnel, c'est pas suffisant. Il faudrait également que certaines personnes qui sont plus écoutées puissent également être mises à contribution pour pouvoir parler à une cible qu'on ne peut pas toucher parfois. Véritable fléau qui menace l'économie. Nous sommes sortis du cadre maintenant pour sensibiliser les autres acteurs qui pourraient avoir des vulnérabilités dans le cadre effectivement de ce blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Donc je pense que le GIABA vient nous accompagner dans ce qui est une attribution de la CENTIF, en tout cas sur le territoire national. Nous continuons les sensibilisations avec ces acteurs-là, n'est-ce pas? Je pense que c'est une très bonne chose d'organiser cette sensibilisation en direction particulièrement des organisations religieuses. Ces organisations religieuses, c'est des personnalités quand même respectables et respectées sur notre territoire, très écoutées. Donc le fait de les sensibiliser, ces leaders-là, permet de toucher un grand public, y compris dans les terroirs les plus lointains de notre pays. Donc c'est très important effectivement de pouvoir, dans le cadre de cette lutte-là, sensibiliser à fond des leaders d'opinion tels que les responsables religieux. Compte tenu des menaces qui planent autour de l'économie, des mesures urgentes s'avèrent nécessaires pour châtier tous ceux qui pratiquent le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un mot du sport dans ce journal. Direction à présent la cour de l'école Soli Abdraman qui a servi de cadre cet après-midi à un tournoi de lutte de non-voyants. Tous les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey y ont pris part. L'initiative émane du président de l'Union des aveugles du Niger. Les images. C'est un tournoi de mise en jambe en prélude au championnat national qui aura lieu dans les mois à venir. Ce tournoi des malvoyants de la région de Niamey a enregistré la participation des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Un tournoi qui a répondu aux attentes des organisateurs. Ce qui nous a poussé à organiser ce tournoi, c'est par rapport à un arrêté que le ministre de la Jeunesse et du Sport avait sorti, comment on l'appelle, au cours de ses fonctions. Il a dit que à partir de l'année passée, que les lutteurs aveugles aussi font partie de la population du Niger. C'est pour cela que à chaque sabre national, que les lutteurs non-voyants sont invités à prendre part au sabre national. On peut dire que c'est bon parce que pour organiser quelque chose, tout le monde sait que vraiment c'est pas facile. C'est pas facile pour organiser quelque chose, mais nous simplement on a fait ça pour montrer à la population vraiment il y a une avancée par rapport au sport de personnes handicapées, parce que cette lutte-là, ça va au moins montrer à la population ou bien aux Nigériens que l'handicap c'est pas une fatalité. Donc ça ne nous empêche pas de faire tout ce que les valides sont en train de faire. Pour le rayonnement de cette discipline dans le milieu de non-voyants, les organisateurs demandent le soutien des autorités. En tout cas, nous envisageons à faire aussi un tournoi de lutte. Ça aussi, ça regroupe toutes les régions du Niger. Et nous comptons organiser ça au nom de la première dame, Dr Ella Malika. Donc nous envisageons à faire ça dans le mois d'août. Après les différents combats, la grande finale a opposé Moussa Maliki en bleu de l'arrondissement communal Niamey 3 à Hassan Moussa en rouge du premier arrondissement. Et c'est Moussa Maliki qui a remporté la canne blanche mise en jeu par le président de l'Union des aveugles du Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.